Bonjour, on a vu dans le cours précédent comment on peut déclarer une variable de type primitif au niveau de Java, quels sont les types primitifs déjà disponibles au niveau de ce langage et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire lorsqu'on déclare une variable de type primitif. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment créer une classe, comment déclarer une variable de type classe qu'on appelle une référence qui pointe vers un objet. Un objet, c'est une instance d'une classe créée, on va le voir tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? On ne va pas bien sûr préciser, on ne va pas entrer dans les détails et convertir du binaire comme l'autre fois, du binaire vers le décimal ou bien du binaire vers un caractère, mais on va montrer en grosso modo comment Java exploite la mémoire. Java, déjà, juste pour vous donner une petite intro, Java décompose la RAM en deux. Une partie qui s'appelle heap, une partie qui s'appelle stack. Au niveau du stack, elle crée une zone dédiée à chaque fonction et elle réserve, au niveau de cette zone dédiée, elle réserve les variables locales à cette fonction ou bien les paramètres d'entrée qu'il les considère aussi comme des variables locales. Et au niveau du heap, il crée les objets à partir d'une classe, les objets qui ne sont pas des types primitifs. On va voir tout ça tout de suite. Allons-y. Voilà, on commence. On crée tout d'abord un package. On va l'appeler, par exemple, object. Et dedans, on va créer une classe qui s'appelle main. On va l'appeler main, qui va contenir la fonction main. L'autre fois, on a déjà fait ça, le cours précédent. On a déclaré des variables de type int. D'autres types. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire lorsqu'on déclare un attribut de type int. On l'affiche déjà. Voilà, donc là, a est égal à 15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a déclaré a est égal à 15? Déjà, Java, il compose la mémoire de deux parties, stack et heap, la pile et le tas. Donc, pour l'ordre de l'exécution, pour chaque fonction, Java crée un espace dédié à cette fonction. Et à l'intérieur de cet espace, elle crée toutes les variables locales et les paramètres d'entrée. Donc, on va simuler ça. On va créer une zone qui s'appelle main, puisqu'on a une fonction qui s'appelle main. Voilà, on va imaginer que c'est ça la mémoire qui concerne la fonction main. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un tableau de type chaîne de caractères. Ça, c'est un paramètre d'entrée. Java, ou bien tous les langages presque, il le considère comme variable locale à la fonction main. Du coup, on va créer, ou bien on va réserver de l'espace pour cette variable qui s'appelle args, qui est de type tableau de chaîne de caractères. Déjà, il est vide, mais on peut le remplir si on le mentionne lors de l'exécution de la classe. On a maintenant la première instruction dans la fonction int a. Int a, du coup, Java ou la JVM va déclarer une zone mémoire qui s'appelle a et qui est de type entier. Il va lui affecter 15. Ça, c'est une variable locale à la fonction main. Maintenant, si on veut créer un type complexe, ça c'est un type primitif. Mais on veut un type qui se compose de d'autres types, qui se compose de 2 ou 3 types. On va créer une classe pour ça. On va l'appeler étudiant. Cette classe, on va dire qu'il se compose de 3 attributs. Le premier, c'est sous forme de chaîne de caractères. On va l'appeler nom. Prénom, le deuxième. Et le troisième, il sera de type int, qui sera appelé numéro inscription. Là, nous avons 3 attributs. Normalement, dans une classe, on a besoin d'un constructeur pour construire un objet de cette classe lorsqu'on veut. Si on ne le crée pas, le compilateur de Java, quand on compile le programme, il va le créer automatiquement. Ça, c'est le constructeur par défaut. Ce qu'on appelle le constructeur noargs. Ça veut dire un constructeur qui n'a pas d'argument. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le créer quand même. Il est sous ce format-là, contient des parenthèses vides et un comportement vide.
Maintenant, au niveau de main, comme on a créé déjà un objet de type primitif, on peut créer un objet de type étudiant. Ou bien, si on peut l'appeler variable si vous voulez. E1 est égal à nu. Sauf que ici, au niveau de l'objet par convention, on l'appelle référence. Donc, cette expression déjà elle se compose de deux instructions. La première, c'est étudiant E1. Ça veut dire on crée une référence de type étudiant. Et la deuxième instruction, c'est E1 est égal à nu étudiant. C'est la construction d'un objet et l'affecter à cette référence. Donc, qu'est-ce qu'il fait la GVM lorsqu'on déclare une référence E1 de type étudiant? Il appelle le constructeur pour créer un objet. Voilà. Et qui dit créer objet dit réserver la mémoire pour tous les attributs de cet objet. Donc on va simuler ça au niveau de la mémoire. Étudiant E1, on va créer une zone mémoire qui s'appelle E1, qui est de type référent, qui est de type étudiant, bien sûr, mais il est sous forme d'une référence. C'est une référence, ça veut dire qu'il ne peut pas contenir un objet ou bien une valeur. Après, ce qu'il fait, la GVM, il appelle le constructeur qui fait la réservation de la mémoire pour tous les attributs de cet objet, comme on a déjà dit. Mais ça se fait au niveau du HEP. Donc ça, c'est le rôle du HEP. Le HEP, c'est une zone là où on crée les objets. Donc on va créer un new étudiant, on va réserver les espaces mémoire pour tous ces attributs, nom, prénom, et numéro inscription. Mais il y a une chose très importante ici. Le nom, elle est sous forme de chaîne de caractères. Il est aussi une de type objet, de type classe, qui existe au niveau de JavaLang. Donc, ce n'est pas un type primitif pour qu'on mette directement la valeur dedans. Par contre, il sera sous forme d'une référence, ou bien d'un pointeur si vous connaissez déjà le langage C. Pour le numéro d'inscription, c'est une variable qui va sauvegarder directement, bien stocker directement la valeur. Déjà, pour les attributs ce qu'on appelle les attributs d'instance, lors de l'instanciation, Java il les initialise. Maintenant, ce qu'il fait, il fait référencer cet objet par cette référence. E1 est égal à new étudiant. Maintenant, si on fait E1 point nom est égal, par exemple, LQL, ce qu'il fait, la GVM, elle va chercher le E1 qui est la référence qui pointe sur un objet. Elle va chercher l'attribut nom. Elle va lui affecter une valeur LQL. Donc il le trouve, sauf que nom, il est un pointeur. C'est une référence qui doit pointer sur un autre objet de type string. On a ce qu'on appelle le pool string. Le pool string, c'est là où il crée tous les objets à partir de cette classe qui est particulière. Donc, au niveau du pool string, il va une chaîne de caractères ou bien un objet de type string avec la valeur LQL. C'est un tableau de caractères. Et il fait référencer cet objet avec la référence nom. On le déplace pour qu'il soit clair. Voilà, il fait référence cette chaîne nouvellement créée avec la référence nom. Et après, ce qu'il fait, c'est, si on fait par exemple un point prénom est égal à Abdelmjid, ce qu'il va faire, c'est bien sûr pareil, il va créer un nouvel objet au niveau de pool string de type string, un objet de type string. Il va lui affecter le tableau de caractères Abdelmjid, A, B, D, E, L, M, G, I, D. Il fait référence avec prénom. Si on fait par exemple un point numéro inscription, ça c'est une variable de type primitif. Du coup, on a déjà vu ça. Elle stocke directement la valeur au niveau de la zone. Là, on n'a pas de référence. Elle a été déjà initialisée par 0 puisque c'est un attribut d'instance. Voilà, donc là on a créé un objet, on l'a fait référencer par 1. Si on fait par exemple étudiant E1, si on crée une autre référence qui est égale à la première référence.
E2 est égal à E1, ce qu'il fait la GVM, ça veut dire qu'il va créer un nouvel objet, plutôt une nouvelle référence, pardon, une nouvelle référence qui s'appelle E2, qui pointe sur le même objet. Voilà, donc là, on a deux références qui pointent sur le même objet. Si on fait par exemple maintenant système E2. Sachant bien que l'affectation était au niveau de E1. Maintenant, si on affiche E2, il va afficher la même valeur. Pourquoi? Parce que les deux références pointent sur le même objet. Voilà. Maintenant, si on fait ce qu'on appelle l'éligibilité ou ce qu'on appelle le garbage collector, si on fait E1 est égal nul, qu'est-ce qu'il fait? La GVM, dans ce cas-là, il va tout simplement supprimer le lien entre 1 et l'objet. Du coup, E1 il reste nul et E2 toujours pointe sur l'objet. Si il passe le garbage collector à ce moment-là, il va trouver l'objet, il est déjà pointé par E2. Du coup, il n'est pas éligible pour le garbage collector pour qu'il le détruise. Sinon, s'il trouve un autre objet qui n'est référencé par aucune référence, donc là, elle va le détruire pour libérer de l'espace pour d'autres utilisations. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. On a vu comment on peut créer une classe au niveau de Java, comment on peut instancier cette classe, créer des objets. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire lorsqu'on déclare un objet à partir d'une classe. Dans le cours prochain, on va voir comment encapsuler les attributs d'un objet. L'encapsulation, juste pour vous dire que l'encapsulation, c'est l'un des trois principes fondamentaux de l'orientation. On va les voir bien sûr principe par principe. Le cours prochain, il va concerner l'encapsulation. À la prochaine.